Parler haut, parler bas vous invite à découvrir quelques actions phares du CIRAD à l'occasion de ses 50 ans de présence sur notre île. Gilles Mandré, le CIRAD fête ses 50 ans. Et qu'est-ce que c'est que le CIRAD ? Alors d'abord, c'est bien le CIRAD et non pas la CIRAD, comme souvent on le dit ici, parce que c'est en fait un centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. On a deux ministères de tutelle qui sont la recherche, parce qu'on fait de la recherche, et le ministère des Affaires étrangères, parce qu'on appuie la politique de coopération française à l'étranger, et notamment dans les pays du Sud, les pays tropicaux en voie de développement, qui est le mandat qu'on nous a donné. Alors on est un EPIC, c'est-à-dire un établissement public à caractère industriel et commercial, comme EDF, comme la SNCF, qui fait qu'on est obligé de trouver une partie de nos ressources nous-mêmes, puisqu'on n'est pas financé entièrement et le personnel du CIRAD n'est pas fonctionnaire mais contractuel. Alors on est sur des objets de recherche qui sont toujours discutés. C'est aussi l'avantage d'être obligé d'aller chercher ces contrats, c'est que toutes nos recherches sont discutées avec nos partenaires, avec les professionnels, c'est-à-dire qu'on répond aux problématiques qui nous sont posées en fait. Quelles sont les actions concrètes du CIRAD ? Alors le CIRAD intervient pour le développement agricole dans les régions tropicales. Il intervient dans 55 pays à travers le monde. À La Réunion, historiquement, il s'est installé ici il y a 50 ans. À l'époque, c'était des instituts qu'on connaissait, qui s'appelaient IRAT, IRFA, etc. Tout ceci a été regroupé dans un seul organisme qui s'appelle le CIRAD. Donc on appuie le développement agricole, comme je l'ai dit, mais on travaille également sur les ressources naturelles, sur la santé animale, sur le développement de l'élevage. Et on peut travailler sur la télédétection, ce qui est un moyen d'aller un petit peu plus loin sur l'analyse d'un territoire, ce qui nous permet aussi de construire des outils d'aide à la décision pour les hommes politiques. Il y a des opérations qui ont boosté la production locale ? Un des premiers travaux que s'est donné le CIRAD à La Réunion, notamment, ça a été déjà d'introduire des variétés, de créer de nouvelles variétés et de les introduire. Alors notre réseau mondial nous a beaucoup aidés, puisque ça nous permet d'aller sélectionner selon les zones géographiques les variétés qui correspondent le mieux, d'essayer de les adapter ici, et ensuite de les améliorer. On a par exemple été à l'introduction des pêchers, même de la vigne à Sillaos sur les premiers cépages. Les litchis, les mangues, tout ça on a été à l'origine d'introduction. Sur l'ananas, on a créé il y a quelques années un hybride à partir de la Martinique qu'on a importé ici à La Réunion et qui est en train de se développer au niveau des producteurs. Un point qui est important, c'est les maladies des plantes, puisque en milieu tropical, un des grands freins à la production, c'est avant tout les maladies. Donc on est sur plusieurs points qui ont été focalisés au départ sur le développement local. On s'est rendu compte par la suite que La Réunion ne pouvait pas s'isoler du monde et était dans un environnement régional. Et donc on est vraiment sur maintenant la construction d'une plateforme régionale à partir des problématiques de La Réunion, mais aussi de ses voisins et des échanges que l'on peut essayer de favoriser. On sait qu'on est sur un milieu insulaire qui est contraint, avec peu de surface. On ne sera jamais compétitif par rapport au monde extérieur sur des productions de masse. J'ai acheté par exemple dimanche dernier sur le marché du Chaudon des oranges qui venaient d'Égypte. Il n'en manque pas ici. Alors qu'on produit des oranges aussi ici. Donc voilà, c'est toute une problématique sur laquelle il faut que l'on réponde. Et comme on ne peut pas aller sur des produits de masse, il faut qu'on aille sur des produits de qualité. Des produits de qualité, ça se construit et les consommateurs sont demandeurs de cette qualité et d'une vraie traçabilité aussi de ces produits pour être sûr qu'on peut garantir la qualité. De nombreuses parcelles d'expérimentation partout sur l'île, mais les hommes, alors, il y en a combien ? Bon, les hommes, effectivement, sont importants puisque en recherche, ce sont, entre guillemets, des cerveaux qu'on mobilise, c'est-à-dire des gens qui travaillent, qui réfléchissent. On emploie à peu près 180 permanents, hommes et femmes, bien évidemment. On a à peu près une vingtaine de doctorants qu'on forme. 50 volontaires civils que sont des jeunes qui commencent un peu dans la vie, donc qu'on encadre aussi et la grande majorité trouve un emploi avant la fin de leur temps de volontariat. Et puis on accueille tous les ans environ 60 stagiaires dans nos stations. On donne également plus de 400 heures d'enseignement à l'université, l'IUT. On travaille avec les lycées agricoles
également, et on fait de la formation nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on accueille des scientifiques de la région qu'on forme sur place, donc on fait de la formation permanente à ce niveau-là. Philippe, alors la recherche c'est aussi la protection sanitaire des végétaux? Alors oui, bien entendu, protéger les cultures, améliorer les rendements, c'est quelque chose d'extrêmement important et il faut bien garder à l'esprit que La Réunion est quand même un haut lieu en matière de contraintes phytosanitaires. Il est très important, naturellement, et en plus, les Réunionnais, lorsqu'ils voyagent, aiment bien ramener pour leur jardin des plantes trouvées à droite et à gauche, et malheureusement peuvent ramener des maladies ou des insectes ravageurs par la même occasion. Nous en avons un très bel exemple à La Réunion, avec l'impact que ça a eu sur la culture de l'anthurium. Isabelle, la bactériose de l'anthurium a attaqué les plantations réunionnaises. Comment est-ce arrivé? Donc en 1997, une grave maladie de l'anthurium due à une bactérie est rentrée sur l'île via des plants contaminés en provenance de Hollande. Et à l'époque, on n'avait pas les moyens de détecter cette bactérie sur des plants qui ne présentaient pas forcément de symptômes. Donc les conséquences, c'est qu'il y a eu énormément d'hectares d'anthurium qui ont été attaqués par cette bactérie. Et donc la production dans les années 2000 a chuté gravement. La bactériose, une maladie incurable. Sylvie Soustrade et son équipe ont réalisé une première mondiale, la mise au point d'un test de diagnostic précoce. Les petites bandes qu'il y a, c'est donc de l'ADN qui a été amplifié donc, par notre test. Donc quand il y a présence de bandes, c'est qu'il y a la bactérie en fait dans l'échantillon de plantes. En fait, l'intérêt de notre test, c'est qu'il détecte la bactérie dans les plants alors qu'il n'y a pas expression de symptômes. Donc on peut, sur des plants asymptomatiques, savoir qu'en fait ce plant a quand même la bactérie qui se développera plus tard. En Europe, aux États-Unis, en Asie, cette technique en cours de validation intéressera de nombreux pays, notamment l'île Maurice, grand producteur d'anthurium. Quels sont les symptômes justement, s'ils ne sont pas très visuels comme ça? Comment on fait pour savoir? Alors les symptômes se manifestent tout d'abord au niveau foliaire. On va avoir des petites taches un petit peu vertes qui vont devenir marron, qui vont s'agrandir. Également sur les fleurs, on va avoir des grosses taches. Et ensuite, la bactérie peut aller dans le système vasculaire de la plante et faire complètement dépérir le plant. Le deuxième programme de recherche, c'est d'essayer de trouver des variétés résistantes ou tolérantes à la maladie. Comment on fait? Alors pour cela, donc ce sont des variétés commerciales qu'on évalue d'anthurium parce qu'on ne connaît pas grand-chose au niveau des niveaux de résistance. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on inocule en fait la bactérie à ces variétés et on va suivre au cours du temps ce qui se passe. On va regarder s'il y a des variétés qui expriment moins de symptômes que d'autres. On va essayer de quantifier en fait les niveaux de population bactérienne dans les plants pour voir si la bactérie se multiplie moins dans certaines variétés, etc. Et d'ores et déjà, nous avons quelques résultats intéressants. Nous avons des variétés qui ont l'air plus tolérantes. Pas résistantes, mais tolérantes à la maladie. Alors sur les variétés testées, il y a des résultats intéressants déjà? Nous avons déjà repéré 3 ou 4 variétés qui présentent des caractéristiques intéressantes au niveau tolérance. Donc on va en tester d'autres. On aimerait pérenniser en fait ce système de screening de variétés pour proposer aux producteurs réunionnais un maximum de variétés tolérantes à la maladie. C'est vraiment rechercher du résistant et non pas un soin. On ne peut pas soigner. Voilà, on ne peut pas utiliser en fait les antibiotiques. Ça serait la seule chose en fait. Il y a les produits chimiques, mais c'est pas efficace. Ça ne tue pas la bactérie. L'autre méthode, ça serait les antibiotiques, mais c'est interdit d'utiliser d'antibiotiques sur le végétal. Parce que ça créerait des problèmes de résistance qu'on retrouve au niveau médical dans les hôpitaux. Ça, c'est absolument interdit. Les seules méthodes de lutte, c'est la prophylaxie, c'est-à-dire avoir des conduites de culture pour lesquelles on va prendre des précautions de sécurité pour ne pas contaminer par la bactérie quand on va tailler, etc. Au niveau des serres, il y a des pellicules à l'entrée pour ne pas transporter la bactérie si on avait été en contact avec. Donc prophylaxie et utilisation de variétés résistantes et utilisation de notre test de diagnostic pour donc prouver que le matériel que l'on va planter est sain. Jacques, une collaboration nécessaire entre Arméflore et CIRAD sur la production d'anthurium à La Réunion? Oui, justement, pour qu'on puisse travailler sur ces aspects sanitaires qui sont compliqués et qui ont posé beaucoup de problèmes à la production réunionnaise. Ouais.
À l'heure actuelle, toutes les plantations d'anthurium, les serres qu'on peut voir, sont des serres neuves, on va dire. Oui, elles sont neuves, puisqu'à partir de 97, la bactériose de l'anthurium, le Xanthomonas, a quasiment réduit à néant la production importante qu'on avait à l'époque en quelques années. Alors ce problème de maladie de l'anthurium réunionnais est réglé maintenant ? Il est en train de se régler dans la mesure où effectivement maintenant les producteurs ont des productions jeunes et prennent tous les éléments, toutes les précautions phytosanitaires de prophylaxie en particulier nécessaires. Un contrôle sanitaire qui est fait par les techniciens justement, ou du CIRAD ou d'Arméflore sur place ? Le contrôle sanitaire non, le CIRAD et l'Arméflore sont intervenus, on va dire, plus en amont, c'est-à-dire sur la compréhension de cette maladie, de son mode de propagation pour faire simple. Les contrôles sont réglementaires, donc sont liés au service de la protection des végétaux. D'accord. Et là, le travail du CIRAD et d'Arméflore, c'est de suivre un petit peu cette situation. C'est d'avoir les éléments, on va dire, techniques et scientifiques qui nous permettent aussi de quantifier le risque sanitaire, le risque bactériose, c'est-à-dire les modes de propagation, le type de propagation dans une plante ou en fonction des variétés, et de façon à ce qu'on ait des éléments d'appréciation qui nous permettent de donner derrière les bons conseils. S'il y a infestation d'une serre, elle est détruite, elle est soignée? Alors, elle peut être détruite effectivement, on peut aussi éventuellement admettre la possibilité de vivre avec si c'est des variétés relativement tolérantes, puisque c'est quand même une partie des enjeux, trouver des variétés tolérantes. Mais c'est des choses sur lesquelles il faut être très vigilant. C'est vrai qu'une serre qui serait contaminée au-delà d'un certain seuil est de toute façon détruite sous la responsabilité des services officiels. Waouh, là, David, il manque pas de fleurs. Oui. Alors c'est quand même assez sérieux et le contrôle sanitaire est important. Pédiluve à l'entrée, combinaison sanitaire. Il faut quand même pas mal de protection, oui, car la bactérie est quand même assez dangereuse. Elle peut dévaster une serre comme celle-ci en quelques mois. Alors, du coup, un cahier des charges assez important a été mis en place par les techniciens, la CIRAD, l'Arméflore, pour pouvoir empêcher la bactérie de s'installer à nouveau dans les cultures réunionnaises. Alors là, comment tu es sûr d'avoir des plants sains partout ? Nous, déjà, à la base, les plants sont importés. Après, il y a un suivi en quarantaine qui est fait pendant 6 mois, suivi par la DSV et l'Arméflore. Et ensuite, il y a des contrôles sanitaires régulièrement, tous les 6 mois approximatifs, pour pouvoir être sûr de la fiabilité de nos plants. Là, toutes les serres d'anthurium que tu as sur ton exploitation sont dans des conditions sanitaires identiques? On est obligé de faire comme ça? Exactement. On est obligé, je veux dire, de toute façon, si on n'y a pas ces contrôles sanitaires-là, on n'a pas le droit de produire l'anthurium actuellement. Il y a des contraintes? Les contraintes, non. Les contraintes sont avant la plantation. C'est la mise en culture qui est la plus difficile. Il y a toute une préparation à faire avant pour faire le drainage des sols. Toute l'eau qui passe par la serre doit être toute récupérée et traitée par la suite, à l'extérieur. C'est le plus gros travail avant la culture. Ensuite, quand la culture est en place, il y a le suivi cultural à faire, mais le plus gros est avant. Avant d'arriver à une serre de production comme celle-là, il y a combien de temps de préparation, combien de temps de pousse? En préparation, si on travaille dessus bien tous les jours, il faut compter 3 à 4 mois. Ensuite, en pousse, il faut compter 6 mois à 1 an, hors la quarantaine, car la quarantaine dure 6 mois. Pour arriver à ce stade-là, il faut compter 1 an et demi de culture. Avant que ça commence à rapporter. Voilà. Il y a encore possibilité de démarrer de nouvelles cultures à La Réunion? Non seulement on peut, mais on se doit d'aller vers de nouvelles cultures, vers de l'innovation, pour maintenir les produits réunionnais dans un secteur économique rentable pour les producteurs. Je crois que les Réunionnais ont tous à l'esprit l'histoire du Bourbon pointu, abandonné il y a un siècle, relancé dernièrement. Ce sont des produits issus de la biodiversité locale qui existe depuis plusieurs années. Alors on est sur un espace de collection de caféiers du CIRAD. Pour quelle raison? C'est une collection mondiale donc des caféiers. C'est pour préserver tous les caféiers qui sont en train de disparaître dans les forêts naturelles, parce que l'homme défriche ses forêts et remplace par des vivriers. Et donc d'avoir au moins toute la biodiversité mondiale du genre Coffea présent quelque part. Donc pour éviter les problèmes politiques, on s'est mis dans un département français où là on sait qu'on peut préserver cette collection. Donc là on arrive dans une zone avec des caféiers sauvages. En fait il y a des variétés assez rares ici? Ouais, maturité qui ont des couleurs violettes, à maturité d'autres noires.
d'autorangers. Voilà, il y en a plein là-dessus. Ouais. Alors, la filière Bourbon Pointu est bien en place. Quel travail scientifique il y a eu autour de toute cette filière? Donc il y a eu déjà une première phase qui a été conduite par le CIRAD et moi-même sur financement de la région Réunion de 2002 à 2007 où on a eu comme objectif d'identifier parmi la population de Bourbon Pointu des individus très performants au niveau qualité, choisir les sols et les climat sur lequel on peut faire des produits de très haut niveau qualitatif et puis caler les procédés de transformation. Cette phase s'est terminée fin 2007 et 2008, comme les résultats étaient positifs, création de la coopérative Café Bourbon Pointu et démarrage de la filière avec des plantations, partir des résultats de recherche. Beaucoup de producteurs de Bourbon Pointu sur l'île? Aujourd'hui, 64 producteurs, mais si au début on essayait d'augmenter le nombre de producteurs sur la petite surface, on a changé de stratégie. Comme on a des producteurs qui deviennent, des spécialistes du café grand cru, on est en train de les spécialiser. Certains vont faire des surfaces plus grandes, 1,5 hectare, 2 hectares pour certains, de Bourbon Pointu. Alors, un Bourbon Pointu qui est un produit à haute valeur ajoutée, le CIRAD a des projets futurs sur d'autres productions? Alors j'ai déjà démarré en réponse à des demandes de producteurs de zones non favorables pour le Bourbon Pointu. J'ai démarré sur 2 autres produits. Le poivre Piper Bourbonnense pour faire un poivre pour là aussi très haute valorisation et un cacao criollo puisque le cacao criollo c'est une espèce qui est en voie de disparition mais qui fait les plus grands chocolats pour les artisans chocolatiers. Des parcelles déjà en expérimentation? Aujourd'hui, donc, on a des parcelles en cacao qui sont mises en place et en poivre ici, mais on n'en est vraiment qu'à fin de la première année de la phase expérimentale. Ce matin, c'est torréfaction? Oui, ce matin, c'est torréfaction. Comme chaque fois qu'on a besoin de produits pour nos distributeurs à La Réunion, puisqu'on fait quand même 60%, plus de 60% de notre produit vendu à La Réunion. Et donc, pour le vendre à La Réunion, il faut qu'il soit torréfié. Alors, certains prennent du torréfié grain, d'autres du torréfié mou. Ce Bourbon Pointu, qu'est-ce qu'il a de particulier? Déjà, Bourbon Pointu au pluriel. Parce que c'est une population d'individus dans lesquels il y a des individus performants et d'autres moins performants. Donc, quand on veut faire de la qualité, on va chercher des individus très performants au niveau qualitatif. Ça veut dire qu'avant d'en arriver là, il y a eu de la sélection. Avant d'en arriver là, il y a tout un travail de recherche-expérimentation, identifier les individus Bourbon Pointu très performants au niveau qualitatif, chercher les terroirs sur lesquels ils s'expriment le mieux possible, et puis mettre au point les procédés de transformation pour complètement exprimer le potentiel qualitatif de ces individus. Alors, pour ce genre de travail, il faut identifier quasiment tous les fournisseurs? D'abord, le travail est à La Réunion. Il faut identifier donc dans quel Bourbon Pointu, dans quel endroit, c'est-à-dire quel sol, quel paramètre climatique, et comment le transformer. Et c'est ensuite, après, en fonction des saveurs générées, qu'on va chercher des acheteurs. Les Japonais, on va dire globalement les Asiatiques, n'ont pas les mêmes recherches au niveau gustatif que des Européens ou que des Nord-Américains. D'accord. Ce café va passer en torréfaction. Il y a des actions particulières pour torréfier le Bourbon Pointu? Alors, comme on recherche sur des grands crus mondiaux, on a une torréfaction qui est très spécifique aux grands crus d'une part et ensuite aux produits que l'on va torréfier. Si je torréfie un grand cru Arabica classique, je ne vais pas avoir le même degré de torréfaction que si je prends un Arabica Bourbon Pointu. Alors ce Bourbon Pointu, quelle différence il a avec un café traditionnel classique qu'on trouverait en grande surface, en vrac? Donc on vient d'évoquer la transformation du produit pour mieux exprimer. Et donc déjà, on peut voir les effets de cette transformation. Un des effets de transformation qui est visuel. Là, j'ai du produit qu'on achète justement en vrac dans les grandes surfaces. Et on voit qu'on a un produit qui a beaucoup de défauts, des couleurs très différenciées. Ça va du noir au beige foncé. Donc ce sont des cafés qui sont pollués à la transformation, pollués par des jus, pollués par des produits, des lisats de fermentation, mais qui génèrent des goûts indésirables à la tasse. Donc ça, on va dire, c'est le produit ordinaire. D'accord. Maintenant, si on regarde le Bourbon Pointu, lui qui a été préparé avec un process tout à fait spécifique, nous avons une couleur très unie, vert de gris. Aucune pollution,
nous avons favorisé l'expression des précurseurs d'arômes qui vont se développer à la torréfaction. Bon, là, on a des grains cassés, on a des grains un petit peu particuliers. Ici, c'est vraiment un tri, une sélection pour le Bourbon pointu? Tout à fait. C'est le procédé de transformation qui fait qu'on n'a pas de génération de saveurs désagréables, mais en plus, après, on a tout un système d'usinage. On a fait un tri sur la grosseur. Là, on a des grains de toute grosseur. Donc, à la cuisson, si on cuit un petit grain avec un gros grain, il va y avoir un problème. Une dinde dans le même four avec une caille, il y a un problème quelque part à la cuisson. Là, tous les grains sont de même grosseur, sans défaut, et vont pouvoir exprimer, donc, en fonction du degré de torréfaction, pleinement leur saveur. Alors, pourquoi de la dégustation, aussi sérieuse d'ailleurs sur le Bourbon pointu? Et comme on fait du grand cru, on est obligé de classer nos tasses, parce que pour pouvoir être classé commercialement dans les grands crus, il faut qu'il y ait au moins 2 saveurs bonifiantes. Donc il faut déguster chaque tasse pour voir si nous avons ces saveurs bonifiantes. Ensuite, il faut qu'on ait des équilibres acides amers. Il faut qu'on ait aussi, en fonction du fruit, on peut avoir un petit peu l'astringence. Et tout ça, c'est dans des fourchettes prédéfinies. Alors, les dégustations sont faites par lot. Comment ça fonctionne? J'imagine que ce sont des cafés qui arrivent des producteurs. Chaque livraison est dégustée? Alors, donc, pour le Bourbon pointu au niveau de la coopérative, chaque lot, ce que nous appelons un lot, c'est la cueillette d'un producteur dans son champ pour une journée donnée. C'est-à-dire sur les 3 mois où il va faire sa récolte, il va nous amener 10-15 lots. Ces 15 lots vont être dégustés individuellement, de façon à pouvoir être classés dans une catégorie commerciale. Premier cru, deuxième cru ou déclassé. Et ces lots-là vont être proposés aux acheteurs à l'extérieur. Lorsque nous le faisons pour la Réunion, comme nous devons torréfier 20 kg à la fois, nous allons faire des assemblages. Mais ces assemblages, nous allons choisir, par exemple, que du grand cru. Et dans ce grand cru, nous allons choisir tous les grands crus venant de lots différents, donc de producteurs différents, mais ayant une saveur, toujours la même saveur. Par exemple, si c'est citron, on va assembler ensemble que des cafés citronnés. C'est pour ça que chaque lot est dégusté, en fait. Chaque lot est dégusté, voilà. Obligatoire. Et quand nous avons comme client à Paris Thierry Marx, par exemple, au Mandarin Oriental, on est dans le top du top, puisque lui il vend sa tasse de café à 12 € la tasse à la fin de repas. C'est un monsieur qui est hyper pointilleux, et c'est une grande bouche, puisque c'est un grand chef cuisinier. Comment sont choisis les dégustateurs? Ils sont formés? Alors les dégustateurs, c'est un concours. Une sélection qui se fait sur leur aptitude, enfin l'aptitude de leur papille à sentir les saveurs à des degrés très faibles. Parce que des saveurs de base, on arrive à la détecter, salé, sucré. Par contre, quand on a un bouquet de saveurs, c'est beaucoup plus délicat. Donc pour reconnaître dans un bouquet de saveurs qu'on a 5 ou 6 saveurs mariées, il faut pouvoir détecter à des niveaux très faibles. Ces dégustations, justement, permettent de classifier la valeur du café. Ça va lui donner une valeur ajoutée? Si vous voulez, c'est un passage obligatoire. Dans la définition du grand cru, vous avez une définition de la couleur du grain, de la grosseur du grain, de la forme du grain, l'absence de défaut, et vous avez aussi une description des saveurs. S'ils ne répondent pas aux différents critères de saveur qui ont été déposés avant, on ne peut pas le classer dans la catégorie. Ce qui permet à un nouvel acheteur, on va dire un acheteur qu'on n'a pas encore d'Australie par exemple, on lui envoie notre grille de notation et partant de ça, il peut lui vérifier que nos produits correspondent à la grille de notation. C'est une charte de qualité en fait. C'est une charte de qualité. Diversification et enrichissement des variétés étaient nécessaires pour les producteurs réunionnais? Tout à fait. Au niveau des mangues, nous avons une 50aine de variétés sur le territoire. Beaucoup sont en perte de vitesse, d'autres prennent une place importante sur les marchés et nous essayons de conforter ces positions. En parallèle, nous travaillons également sur la conservation du patrimoine réunionnais, notamment avec les légumes longtemps. Jean-Frédéric
Frédéric, comment a commencé l'histoire de la mangue à La Réunion? L'histoire de la mangue à La Réunion a plusieurs siècles d'existence. Ça a été introduit en particulier depuis l'Inde. Et puis c'est un fruit qui s'est largement développé ici à La Réunion, qui a été apprécié assez rapidement. Alors pour la production, quand a commencé le travail? Alors les travaux sur la production ont commencé plutôt dans les années 70, avec des travaux du CIRAD à l'époque. Il y a beaucoup de variétés de mangue à La Réunion? Alors il y a quelques dizaines de variétés, oui, qui ont été identifiées à La Réunion comme étant des mangues typiquement réunionnaises, qui n'existent nulle part ailleurs. Alors là on arrive devant un... Alors en voilà un exemple justement. Donc la plus connue c'est la variété José, ou plutôt les différentes variétés de José. Mais cette mangue-là s'appelle la mangue Caro, qui est originaire de la rivière Saint-Louis, qui n'est pas encore trop diffusée au niveau de La Réunion, mais c'est une très bonne mangue locale. Mais on sait comment elle est arrivée? Alors, comme la plupart des variétés réunionnaises, c'est des agriculteurs ou des passionnés qui ont fait des semis de différentes variétés. Et puis, il est sorti un petit peu plein de choses différentes de ces semis. Et là-dedans, ils ont sélectionné ce qui était le plus intéressant en termes de goût, en termes de productivité. Et c'est comme ça qu'on a ces différentes variétés. De grosseur aussi. De grosseur aussi. C'est une belle taille de mangue, elle fait à peu près entre 300 et 400 grammes. C'est un goût typique José. Voilà, c'est un petit peu le même genre de goût, mais c'est quand même une forme très, très différente. Et vraiment une mangue d'excellente qualité. Alors ici on est sur une parcelle d'expérimentation, il y a plusieurs variétés? On est bien sur une parcelle d'expérimentation avec 10 variétés, donc des variétés réunionnaises, mais également des variétés qui ont été introduites de différents pays producteurs dans le monde. Pourquoi ces expérimentations avec de nouvelles variétés? Alors, l'intérêt des nouvelles variétés, c'est d'essayer de proposer de nouvelles variétés aux producteurs, mais également aux consommateurs, avec de nouveaux goûts, de nouvelles couleurs. Des fruits qui s'adaptent peut-être plus aussi, moins de parasites. C'est un des objectifs de la sélection, c'est d'arriver à trouver des variétés qui soient plus résistantes aux différents parasites qu'on a ici à La Réunion. Alors là, on est sur une variété qui a été introduite? Oui, c'est une variété d'origine floridienne, donc qui s'appelle Irwin, qui, comme les mangues réunionnaises, porte le nom de la personne qui l'a trouvée, qui l'a identifiée. Et voilà, c'est une variété extrêmement intéressante parce qu'elle produit beaucoup. Et en plus, c'est un arbre qui est relativement petit, donc on peut planter de nombreux arbres à l'hectare. C'est facile à récolter, il n'y a pas besoin de trop de travaux de taille, parce que c'est le problème avec les variétés trop vigoureuses, où il y a des problèmes de taille. Là, non, sans tailler, on arrive à garder un arbre petit. Quel avantage sur le fruit lui-même? C'est un fruit qui a une excellente qualité gustative. Le souci qu'il a, il est un peu sensible à une maladie qui s'appelle la bactériose et qu'on a malheureusement à La Réunion. C'est un peu le problème qu'on a avec. Mais dans les zones relativement sèches de l'ouest, je pense qu'il pourrait passer très bien. Alors ici justement, c'est une zone quasiment sans traitement, on va dire qu'on est dans la production naturelle. Alors, production naturelle, on essaie de se rapprocher d'une production avec le minimum de traitement. On ne traite vraiment que lorsque cela est nécessaire. Et l'idée, c'est réellement bien de limiter au maximum. Il y a des mangues qui s'adaptent plus facilement justement à ces cultures naturelles? Alors l'intérêt d'avoir différentes variétés dans un même endroit, c'est qu'on se rend compte que les ravageurs, notamment les mouches des fruits par exemple, s'attaquent plus à certaines variétés qu'à d'autres. C'est-à-dire vous pouvez avoir deux fruits l'un à côté de l'autre, de variétés différentes. Les mouches vont plutôt aller sur un fruit plutôt que sur l'autre. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant parce que ça nous permet d'identifier des variétés qui sont tolérantes aux différentes maladies, aux différents ravageurs qu'on a à La Réunion et de pouvoir les proposer aux producteurs pour limiter les traitements phytosanitaires dans les parcelles. Alors, entre les mangues pays et les mangues d'extérieur, qu'est-ce qu'il y a de très bon sur la production ici? Elles sont toutes bonnes. Pour qui aime les mangues, elles sont toutes bonnes. Elles ont toutes des goûts, des parfums différents, mais également des formes, des tailles, des couleurs différentes, que ce soit la peau ou à l'intérieur la chair. Donc il y a vraiment une très très grande diversité au niveau de la qualité des fruits. Muriel Doralis, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Ça va bien. Oui, merci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à nos mangues cet après-midi? Avec cette mangue, on va effectuer différentes analyses. Les analyses physiques, les analyses visuelles, organoleptiques et nutritionnelles. Alors, dans le physique, qu'est-ce qu'on peut voir? On va prendre le poids, on va prendre ses dimensions, on va mesurer sa couleur, on va prendre aussi le pH, à savoir si c'est une mangue plus ou moins acide, le taux de sucre. Si elle est douce?
Oui. Aussi, on va mesurer sa teneur en eau. D'accord. Alors ça se passe comment? Ben, pour le poids, simple, une balance. 500 grammes. Ah, c'est une belle mangue, hein, on dirait pas. Oui, mais il y en a plus grosses. Hein. Encore? Ouais, il y a de plus grosses mangues. Et là, on va passer à la taille donc de la mangue. Elle est un peu longue, c'est une mangue de forme oblong. Du pédoncule jusqu'à l'apex. 13 cm, c'est une belle mangue, hein, vraiment. 500 grammes, 13 cm, il y a de quoi se régaler. Hein. Je sens déjà la gourmandise venir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déguster? Non, pas encore. On va mesurer la couleur de la pulpe. D'abord, du côté jaune ou vert. Ces deux côtés n'auront pas les mêmes valeurs de couleur de... Non, il y a différentes valeurs selon l'exposition. On va commencer par le côté où la peau est jaune. C'est l'endroit où il est moins ensoleillé. Et on pourra lire les différents paramètres sur l'appareil. On relève les valeurs. En fait, les résultats, là, permettront de voir si tous les fruits d'un arbre ont à peu près une couleur standard à l'intérieur. Et aussi, ça nous permettra de mieux différencier les différentes couleurs de pulpe de toutes les différentes variétés. D'accord, là, c'est de l'analyse sur les variétés. Celle-là a telle teinte, celle-là a telle teinte, celle-là a telle teinte. Là, on a analysé la pulpe. À présent, il faudra analyser le jus. D'accord. Et c'est Muriel qui fait ça? C'est Muriel qui s'en charge. Voilà, un petit peu de jus de coq-chol, Muriel. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce jus de coq-chol? On va d'abord analyser le taux de sucre qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais verser quelques gouttes dans le réfractomètre et il me donnera le taux de sucre en degrés Brix. Alors, dis-moi, elle est riche en sucre, cette mangue-là? Celle-là, oui, elle affiche un degré Brix de 17,3. C'est donc, bien. c'est bien, elle est sucrée. C'est un bon taux pour bien se régaler. Voilà. Alors, une fois qu'on a analysé le sucre, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va mesurer l'acidité. Donc, pour ça, on va analyser le pH. Allons-y. Donc, je vais juste tremper la sonde du pH mètre. Merci. Voilà, et là, la machine... C'est la fiche de pH, carrément. Acide, Voilà. pas trop acide? C'est pas trop acide, c'est bon. Elle Ça est devrait être une bonne mangue. Ça devrait être une bonne mangue. Si on ça sur les tables, il achète tout de suite? Oui, il achète tout de suite. Donc ensuite, pour confirmer cette valeur, on va passer au titrage. Pour ça, je vais prendre 10 ml de jus qu'on a pressé tout à l'heure. Voilà. À ça, je vais ajouter quelques gouttes, c'est un indicateur coloré, donc quand je vais titrer tout à l'heure, ça va... c'est le marqueur. Voilà, c'est un marqueur. D'accord. Un changement qui va marquer le changement de couleur. D'accord. C'est quoi ça? C'est un petit aimant en fait qui va servir à mélanger. Ça fait tout seul? Voilà, ça c'est... Allons voir, On pose là-dessus, là, et ça se mélange. Ah, ça saute tout seul et ça fait tourner le mélange. Oui, voilà. D'accord. Ça fait tourner le mélange. On oublie la petite cuillère, là. Oui. Donc du coup là, je vais titrer au fur et à mesure. Et là, le liquide coule. C'est de là? C'est de la soude. D'accord. Alors, ça change de teinte, là, hein? Voilà, au fur et à mesure, ça change de teinte, mais ça revient toujours au jaune. Donc je vais titrer jusqu'à ce que la couleur reste fixe. Ça devient rose au fur et à mesure. Voilà. Là, la couleur, elle reste. On a une confirmation, donc, du taux d'acidité du jus. Présent dans le jus. Voilà. Toutes les mangues, elles ont donc une acidité différente, un taux de sucre différent, donc des caractéristiques différentes. Donc c'est pour ça qu'on voit une différence entre la couleur du jus. Passons à la dégustation. Je crois qu'on va les se régaler. Alors, la meilleure façon de savoir si c'est bon, c'est quand même de goûter avec la bouche. Bien sûr. Le moment est arrivé. On commence par quoi? Alors, on va commencer par les variétés réunionnaises. C'est plus sucré, plus douce. Exactement. Allez, allons-y. J'ai pris le plus gros. Ça, c'est la mangue José. Tous les créoles connaissent. C'est bon, c'est très bon. C'est doux, c'est rond dans la bouche.
c'est sucré. Et un petit peu plus coloré, c'est La Caro. Caro. Alors celle-là, Plus orangé. celle-là, c'est son quartier de mes grands-parents. C'est la rivière Saint-Louis. Je vais goûter, il paraît que c'est très fruité. Et c'est vrai que ça a du goût, mais c'est un petit peu plus en eau, c'est un petit peu plus liquide. La Cockchol. Ça qui appelle mangue américaine? Non, la Monkey Davis. La Monkey Davis. Ah, c'est celle qui tourne comme ça qu'on mange, là? Davis à l'anglaise, hein? Non, mais c'est un petit peu plus acide. Heidi. Mais elle est plus jaune clair, plus ferme, on dirait. Elle ressemble un peu à la Josée. Et elle a un goût de citron. Un goût acidulé. Non, sérieux? Citron, un petit peu? Ça le fait, je vais regoûter d'ailleurs. Elle n'est pas suffisamment mûre alors. Elle a un goût particulier, hein? Elle n'est pas suffisamment mûre. Enfin. On va manger toute la mangue. Ah, moi je vous invite à déguster tous les fruits du pays parce que vraiment là, il y a vraiment de bons produits, de bonne qualité avec des goûts différents et que du plaisir pour le palais. Vraiment c'est bon. Beau travail, hein, beau travail. Je continue. Michel, l'activité du CIRAD sur les légumes longtemps est une activité assez récente? Oui, effectivement, c'est une activité qui date d'une dizaine d'années. À l'époque où le CIRAD donc travaillait à la mise en place de toute la réglementation européenne pour la commercialisation, la production des semences et des plants à La Réunion, et en particulier des espèces maraîchères, donc des légumes. Alors ça, ce sont des cultures, on va dire traditionnelles, parce que tous ces légumes longtemps, on les trouvait plutôt dans les jardins familiaux, il n'y avait pas de production. Mais il s'avère quand même qu'on s'est rapidement aperçu qu'il y avait une grosse diversité de ces légumes pour un si petit territoire, hein, l'île de La Réunion. Et donc on avait une diversité très très importante, qui était en partie conservée déjà par des personnes, en particulier Jean-Bernard Grondin, à la possession, hein, qui travaillait à la conservation de ces espèces. Et il nous est apparu intéressant de poursuivre un petit peu, d'aller au-delà, de voir quelle était la réelle diversité de ces légumes. Et donc très rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait un nombre très très important, plus d'une trentaine d'espèces qui ont été recensées, et qui présentent un intérêt à la fois sur le plan patrimonial, parce qu'on s'aperçoit que ce sont des espèces qui reflètent un petit peu le peuplement de la Réunion, le peuplement humain, quand on regarde les origines de ces espèces, mais également sur le plan économique, parce que là-dedans, on a certaines espèces et certaines variétés qui peuvent rentrer dans des schémas de diversification de la production maraîchère et diversification de l'alimentation humaine. Donc un intérêt réel pour la Réunion. Alors on peut dire que tous les légumes longtemps sont recensés, mais quel est le travail du CIRAD maintenant? Alors aujourd'hui, le travail du CIRAD, il est effectivement de conserver ces légumes dans de bonnes conditions. Donc on verra par la suite qu'on a des méthodes de conservation adaptées à chaque type de légumes. Mais également, il y a un gros travail de caractérisation. Bien connaître les espèces auxquelles ils appartiennent, bien caractériser ces variétés, pour pouvoir justement mieux les conserver et mieux les diffuser par la suite. Après ce travail, il y a replantation. L'objectif, il est bien de largement diffuser ces espèces et ces variétés. Et pour ça, donc, on passe par des pépiniéristes qui vont se charger de multiplier ce matériel et de le diffuser. Mais aussi, on essaie de faire de la sensibilisation auprès des écoles. On travaille avec des partenaires pour que les enfants des écoles primaires et le collège connaissent au mieux ces légumes. Michel, on est sur une parcelle d'expérimentation qui est calibrée, on va dire? Oui, alors là, effectivement, on est dans une parcelle qu'on appelle de multiplication. On a des espèces, une partie de la collection qui est constituée d'espèces à multiplication végétative, donc on est obligé de remettre au champ toutes les années. Et puis une partie de la collection qui est constituée d'espèces à multiplication par graines, qui sont multipliées d'autre part. Et toutes ces espèces, en fait, font partie d'un centre de ressources biologiques, sont intégrées dans un centre de ressources biologiques qui travaille avec des normes, avec une démarche qualité, qui permet donc de fournir du matériel végétal de qualité aux utilisateurs. Comme les autres filières, les légumes fruits et longtemps ont un passage obligatoire par le laboratoire aussi? Oui, effectivement. Donc, dans le cadre de la démarche qualité de notre centre de ressources biologiques, on est tenu d'avoir des doubles de sécurisation de nos collections. Et pour ça, on utilise deux méthodes. La cryoconservation, donc pour toutes les espèces à graines, que l'on conserve dans l'azote liquide à moins 196 degrés. Ça ne détériore pas la qualité de la graine de la refroidir autant? Aujourd'hui, on a peu de recul parce que ce sont des techniques qui sont relativement récentes sur les graines. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on vérifie a posteriori, donc après le passage en cryoconservation, on vérifie la conformité variétale des espèces, des variétés que l'on met en cryoconservation. Et puis la culture in vitro qu'on utilise pour les espèces à multiplication végétative. Après le laboratoire, Gilles va à la rencontre d'un pépiniériste multiplicateur. Alors Pierre, on est où là?
Donc là, on est chez David Bonnetête, qui est un pépiniériste de légumes longtemps. Donc c'est-à-dire qu'il vend des jeunes plants de patates douces, comme on voit là, mais aussi d'autres légumes longtemps. Et c'est également un agriculteur qui fait partie du réseau d'agriculteurs multiplicateurs qu'on a mis en place au CIRAD. Multiplicateur, c'est quoi exactement? Donc là, pour son activité professionnelle, David, il va vendre des jeunes plants aux agriculteurs. Et pour la partie de travail avec le CIRAD, on lui donne une partie des espèces de la collection de légumes longtemps qu'il va cultiver et multiplier. Et ensuite, il va nous redonner une partie de la récolte en graines qui va permettre de faire vivre cette collection. Et chez le producteur, on renouvelle la semence. Voilà, on renouvelle le stock. Et donc ça, on pourrait très bien le faire au CIRAD, au sein des parcelles dont on dispose. Sauf qu'on n'a pas une assez grande surface. Et en même temps, pour chaque espèce, on a plusieurs variétés qui, si elles sont cultivées côte à côte, vont se croiser. Et nous, on est dans une démarche de garder la diversité génétique. Et donc le fait d'avoir des parcelles chez les agriculteurs, assez isolées des nôtres, vont nous permettre d'avoir des semences dont on va garder la même génétique. Vous avez de nettoyage? Oui, un peu de désherbage dans les voimes chinois. Producteur de semences. Activité particulière pour un pépiniériste. Qu'est-ce que tu as en production ici? J'ai un petit peu de voème chinois, j'ai du haricots kilomètre, du pois carré, du pois de sabre, du pois du cap rouge. Enfin, des variétés un petit peu particulières. Et puis voilà, en fait, c'est les variétés que le CIRAD m'a donné, quoi, en fait. Il y a des conditions particulières de plantation, justement, pour ces semences-là? Non, pas vraiment. C'est uniquement de ne pas mélanger, par exemple, du voème chinois avec du voème 40 jours pour éviter de faire des croisements au niveau des variétés. C'est bien séparer, pas les semer en même temps ou pas au même endroit, en fait. C'est une qualité supplémentaire de produire en bio? Oui, oui, bien sûr. Ça permet aux agriculteurs d'avoir des plants certifiés bio sans aucun traitement, quoi, en fait. Pour leur production à eux, quoi. Ouais, pour les semences, c'est un plus? Ah oui, c'est même une obligation au niveau de la certification. On est obligé de travailler avec des semences soit non traitées, soit en bio, soit bio. Alors, il y a une production qui est intéressante pour le rendement, c'est le palmier Pégibaye. Le Réunionnais connaît bien le palmiste rouge, dont il apprécie la chair, la qualité. Mais c'est vrai que pour l'exploitant, une fois que le cœur est récolté, la culture disparaît. L'avantage du Pégibaye, c'est que c'est un palmier multipliant qui permet une production successive et donc une meilleure viabilité de l'exploitation. C'est une filière nouvelle pour la Réunion qui a nécessité l'importation de matériel végétal avec beaucoup de difficultés. Nous avons donc essayé de tendre vers une autonomie, de développer une technique, la culture in vitro, pour produire nous-mêmes les plants à La Réunion, ce qui permet aujourd'hui à de jeunes Réunionnais de se lancer dans cette activité et de développer un secteur économique qui n'existait pas. Willy, Vitroren est né un petit peu grâce au Pégibaye. Oui, tout à fait, oui. C'est suite à un gros travail du CIRAD sur la mise au point d'une méthode innovante sur la multiplication in vitro du Pégibaye que Vitroren est né. Nous, ce qu'on a fait, on a voulu essayer de relever le challenge de produire des vitroplants pour les filières agricoles, pour les producteurs de palmistes. Pour quelle raison passer par l'in vitro pour reproduire ces plants de Pégibaye? Alors il se trouve que le Pégibaye à La Réunion ne donne quasiment pas de fruits, ou si les quelques fruits qu'ils peuvent donner sont sans graines. Donc le Pégibaye a du mal à se reproduire à La Réunion. En amont, pour mettre en place une filière viable, il a fallu passer par des méthodes de multiplication autres que les méthodes traditionnelles, que ce soit le semis, le bouturage, etc. Alors la culture in vitro, comment ça fonctionne? Il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques de culture in vitro. Concernant le Pégibaye, la technique développée par le CIRAD, c'est une technique basée sur ce qu'on appelle l'embryogénèse somatique. C'est-à-dire, ça c'est savant. Voilà. Allons plus simplement. C'est-à-dire qu'on va prendre une toute petite partie d'un plant de Pégibaye qu'on va mettre sur un milieu gélosé, et là, des embryons somatiques, des embryons en fécondation, vont se multiplier, et à partir de là, on va obtenir des nouveaux plants. Donc ce qui fait que à partir d'un bout de végétal, on va arriver à multiplier, à obtenir plusieurs dizaines de vitroplants. Comment ça va se passer pour passer de l'éprouvette au champ? Le gros travail, ça va être de faire
évoluer l'embryon somatique de la cellule jusqu'à un individu entier, c'est-à-dire avec des racines, avec une tige et des feuilles. Donc là, c'est tout un travail de culture in vitro, de laboratoire, qui va consister à faire développer chaque partie de la plante progressivement. Combien de temps pour arriver à un plant? Alors sur le PGBY, c'est long, mais c'est aussi court à la fois. Long pourquoi? Parce que de la cellule jusqu'à un individu entier, il faut compter environ 2 ans. Et court, pourquoi? Parce que chez les palmacées, 2 ans pour obtenir un individu, c'est court. C'est très court. Parce que comme chez d'autres palmiers, comme les palmiers à dattier ou les palmiers à huile, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Bon, Yanis, là on est dans les hauteurs de l'Est. On est où? Voilà, chemin Lamandia exactement. Alors. Donc dans les hauts de Saint-Benoît, on va dire plus Sainte-Anne que Saint-Benoît. Et là il y a une parcelle de PGBY. Alors il y a 2 types de PGBY qui sont plantés. Un avec le grain et un qui vient du laboratoire. Voilà, exactement. Cette parcelle d'expérimentation, c'est vraiment pour contrôler comment le pied il pousse? Comment il vient, quel avantage, les inconvénients et les avantages surtout entre les 2 variétés. Et donc tirer le meilleur parti de chacun d'eux. Pour l'instant, ça a l'air de bien démarrer, mais on ne sait pas. Sur la parcelle, comment on reconnaît ça qu'on a fait par semis et ça qui vient de Vitroplan? Il y a des lignes bien distinctes et puis il y a une petite note sur les plants. Comme de quoi un petit ruban rouge, comme de quoi on voit que c'est pas de la même famille. Les Vitroplans et les plants de souche, ça va pareil à peu près? On va dire que ça a une petite tendance à mieux développer les Vitroplans. Maintenant, est-ce que ça va tenir à long terme? C'est sûr que là on est un petit peu en hauteur, à 380 mètres d'altitude. C'est sûr que peut-être à mi-hauteur ça aurait été mieux. Mais pour l'instant, ça a l'air de partir. Et puis, il faut dire que c'est une plante qui aime de la pluie. Et ici, la pluie, on est satisfait. Voilà. La différence avec les Vitroplans et les graines semées comme ça, on a des qualités différentes? Ah ben c'est sûr qu'au niveau qualité, le Vitroplan, on a une garantie d'avoir un plant sain. L'introduction des graines sauvages qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas contrôlée à chaque fois. C'est sûr que la Réunion, c'est petit. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc, le Vitroplan, c'est une bonne chose pour nous. Une garantie de produit sain. Une garantie totale, voilà. Donc, Lodric, là, on est quasiment sur une des premières parcelles de PGBY qui a été plantée à La Réunion. Tout à fait, on va dire vers les années 2000 à peu près, chez M. Fierda. Et là, ces palmiers, là, ils sont à taille d'être consommés? Alors, certains dans la parcelle, tout à fait. Hein. C'est, bon, pas celui-là. Mais juste après, donc, on aura d'autres spécimens prêts à être coupés pour la consommation. La particularité du PGBY adulte, c'est qu'il se multiplie tout seul? Oui, tout à fait. Et assez rapidement, parce que sur certaines souches, on peut compter 5, 6, voire une dizaine de rejets. Donc ça, c'est déjà son premier avantage. Quand une souche donne 4-5 pieds, on peut dire que c'est un palmier qui va vivre longtemps et donner longtemps. Très longtemps, c'est pour ça que c'est une culture pérenne. Il résiste à la Réunion? C'est quelque chose qui a bien démarré? Ça a très très bien démarré. On avait plusieurs parcelles d'expérimentation qui sont jusqu'à ce jour en très très bonne santé. Sur la concurrence, on va dire, hein, du palmiste rouge à la Réunion, c'est le mets par excellence. Et il arrive à prendre sa place? Le palmiste rouge, il ne peut pas toucher le secteur de la transformation, alors que le palmiste PGBY touche le secteur de la transformation. On ne va pas dire qu'il y a une concurrence vraiment entre les deux. Chacun a son secteur. Dédé, où on plante les 2 variétés, palmiste rouge et palmiste PGBY, lequel vous préférez des 2? Pour moi, les 2, c'est une bonne variété. Les 2 est bon, mais le PGBY a son avantage, c'est-à-dire qu'il rejette. Et quand on fait une salade, il lui reste blanc. Son défaut, c'est dire le rail bouffe. Si il y a un cyclone, le ciel est fragile, il va casser. Et si on a le volcan, tout est grillé. Il faut attendre quand le rejet repousse pour gagner notre boisson. Pour que ça... Les conditions climatiques idéales? Bien sûr, il faut de le soleil, il faut de l'eau. Hein. S'il n'y a pas de l'eau, il y en a un peu moins dedans. Et où on a des trucs pour faire pousser justement comme il faut? Moi, je ne mets pas de l'engrais du tout dedans. Je ne mets pas de l'engrais parce que quand on met de l'engrais, il perd sa saveur. Il faut laisser lui pousser tant qu'il a un bon feuillage, il faut le laisser comme il est, pousser naturellement. Quand on voit là, un pied un peu difficile à pousser, il rajoute un petit peu, mais pour ça, les autres, il ne faut pas rajouter. En combien de temps il est bon pour être coupé? À 1 an, on peut faire un chou, mais on peut faire laisser 2 ans et demi, parce qu'il faut prendre un petit peu de l'âge et au niveau goût, il est meilleur.
Et quand un an, ben, il est plutôt fade, il n'a pas de goût, n'a pas rien. Et dans la grosseur de chou, il arrive à avoir des jolies pièces? Ben, on a des jolies pièces, mais quand on ne rajoute pas de l'engrais, le palmis, on a les moins rentables, mais au niveau goût, au niveau qualité, on en a. Nous, c'est plus la qualité qui intéresse à nous, et pas la quantité. Nous, on y laisse beaucoup de rejets, mais on n'y met pas par terre parce que on y fait un petit peu de la transformation aussi. Pour nous faire de samoussa, pour nous faire de quiche, pour faire la salade. Quand on peut couper une dizaine, une vingtaine. Ben, quand on y coupe, on choisit toujours les plus vieux dedans. Et puis les œufs qui restent pousser. Quand il coupe, déjà sur le pied de bois, il pluche et il trappe le cœur. Bah oui, normalement, tout déchet, il faut laisser chez l'exploitation. Il ne faut pas ramener les déchets chez moi pour en rejeter. Hein. Oui, ça là, il fait de fumier, il fait de terreau. Il enrichit le sol. Hein. Oui. Alors, pour une bonne salade, il faut combien de choux comme ça là? Vraiment, ce chou-là, il est encore un peu jeune, mais il faut au moins 3-4 choux pour faire une bonne salade. Une 10-12 personnes? Enfin... 10-12 personnes, oui, au moins. Là, quasiment tout le chou est mangeable? Non, c'est pas juste devant là, et puis jusqu'à ici au moins. C'est vraiment presque tout les tendres, mais le bout de feuillage n'est pas... Tout l'intérieur sera... Tout l'intérieur, c'est bon. Avec le bas de cœur là qui est plus gros, il fait de la salade aussi? Il peut faire de la salade aussi avec ça. Il peut faire de la salade avec tout. Mais en fait, il fait cuire aussi, parce que sur le palmis rouge, il fait cuire des fois, il mange en salade aussi. Et celle-là, il pourrait faire cuire aussi? Et ça, il peut faire de gratin, il peut transformer un petit peu, mais avec la viande en daube, non, pour nous, ne passe pas. Et si nous regardons la partie quand les jeunes, comme ça, il ne met pas dedans. À cause? Parce que là, il ne donne pas trop de couleur à la salade. Quand on fait la salade, une petite couleur jaune. Il faut laisser que le blanc. Il faut laisser que le blanc dedans. Il est perdu. Il est perdu. Les tendres, mais pour la salade, c'est pas bon. Ça, c'est pour le gourmand, alors faut goûter comme ça. Tu vois un petit bout, ça? C'est ce cœur jaune, là, alors? Et ça, c'est la partie jaune dedans. Et là, on va voir qu'il recommence à blanchir. Mais il est bon quand même, hein? Ah oui, pour le gratin et le samoussa, il est bon. Faut qu'il reste blanc pour la salade. Qu'il reste blanc. La salade palmis, il faut faire tout de suite pour tout de suite? La salade palmis, il faut faire tout de suite pour tout de suite, parce que s'il fait longtemps en avance, la vinaigrette cuit le palmis. Il faut, pour être croquant, il faut faire au fur et à mesure, là, comme nous préférons. Là. Mais là, il voit bien aussi qu'il n'oxyde pas du tout, il reste blanc. Il reste blanc tout le temps. C'est la différence. La différence, c'est ça. La spécialiste de la salade palmis chez toi, c'est la fille, Alicia? Moi, m'y plante, m'y récolte, m'y ramène ici, m'y prépare comme ça. Et après, Alicia a des secrets, elle, pour que la salade soit bonne? Il n'y a pas vraiment de secret pour la vinaigrette, c'est juste citron, un petit peu d'oignon, et un petit peu d'ail et sel et un petit peu d'huile, c'est tout. Et beaucoup d'amour pour tourner tout ça? Oui. Aujourd'hui, on a fait achat de palmis, salade palmis et puis le gratin de palmis. Ça, c'est l'entrée, après qu'on aura? Ça, c'est l'entrée. Après, on a pour les palmis, chouvacoua, boucani. Ouais, nana pour manger, là. On va commencer par le palmis. Quand on vient à Saint-Philippe, c'est le palmis et le vacoua. Alors, merci de nous recevoir, Dédé. Et puis, on va en profiter pour saluer tous les techniciens du CIRAD qui ont travaillé avec nous dans cette belle émission. Merci à vous et bon appétit, alors. Hein. Merci. Allez, on se régale. C'est à Saint-Philippe, le long du littoral sauvage du sud de La Réunion, que se termine notre rencontre avec les acteurs du CIRAD, ceux qui participent au développement agricole de l'île de La Réunion. J'espère que cette balade vous a plu. On se retrouve le mois prochain.